Je pense qu'il faut prendre en compte que ce sont des métiers de contact et que comme tous les métiers de contact, c'est ce qu'on appelle des métiers de passion et qu'il faut vraiment avoir cette envie d'aller vers l'autre et d'être auprès de toutes ces populations qui ont des besoins, hein, ça c'est évident, mais que par contre ce sont des métiers formidables et qui sont très enrichissants. Bonjour à tous et à toutes. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui pour cette table ronde qui est donc consacrée à deux métiers essentiels, donc deux métiers terrain, des métiers axés bien sûr sur l'humain et deux métiers qui vont correspondre à des besoins très, très concrets dans notre vie de tous les jours au sein de la société d'une manière générale. Donc nous allons aujourd'hui explorer un petit peu donc le métier d'agent de médiation, information et services, ainsi que celui de médiateur social, accès aux droits et services. Donc je suis Corinne Bosque, directrice des admissions pour l'ensemble de l'école Adonis Éducation, et ce soir j'ai le plaisir donc d'accueillir Lise Alves qui interviendra à mes côtés pour cette table ronde consacrée à ces métiers de la médiation sociale, qui est donc titulaire d'une licence professionnelle en intervention sociale. Et Lise a pu développer une expertise en tout cas dans l'accompagnement des publics en situation de fragilité. Elle a notamment exercé comme conseillère en insertion. C'est grâce à cette expérience qu'elle pourra nous donner une approche très concrète des réalités du terrain de ces métiers. Et elle intervient donc maintenant comme formatrice au sein de nos enseignements, en enseignement à distance bien sûr, et donc nous allons aborder avec elle l'ensemble des connaissances que nous souhaitons porter à votre information, donc c'est-à-dire tout le contenu de la formation de ces deux métiers, bien sûr l'organisation des examens, les débouchés, tout ce qui vous questionne d'une manière générale, et nous terminerons bien sûr par comment est-ce qu'on entre dans ce type de formation. Et ce soir je suis également accompagnée bien sûr comme d'habitude d'Hélène qui est dans les coulisses pour relayer vos questions dans le chat. Donc n'hésitez pas à nous interroger si des choses ne vous paraissent pas claires, à intervenir également, et au fur et à mesure nous traiterons bien sûr vos demandes sur chacune des thématiques. Donc l'objectif aujourd'hui va être comme d'habitude sur ces tables rondes, ça va être d'éclaircir un petit peu le champ de ces deux titres professionnels, voir quelles sont leurs différences mais également quels sont leurs points communs et quelles vont être effectivement les qualités qui seront nécessaires pour exercer ces différents métiers, et de vous aider justement à vous projeter vers l'une ou l'autre de ces orientations pour tous ceux et celles qui sont intéressés par ces métiers du social. Parce que c'est vrai que souvent on entend social, on entend médiation, et c'est vrai qu'on va tout de suite penser à certaines évidences sur le terrain, faire de la prévention, être à l'écoute, apaiser des tensions, intervenir pour régler des conflits, etc. Donc c'est vrai qu'on va rentrer un petit peu plus dans le détail pour vraiment comprendre que fait l'agent de médiation et ensuite que fait le médiateur, puisque ce sont des rôles qui seront bien distincts, n'est-ce pas Lise ? Oui, on est sur des rôles distincts et en même temps sur des choses qui vont forcément se rejoindre. Effectivement, ils interviennent pas tout à fait sur les mêmes sur les mêmes points de vigilance. On va être vraiment pour l'agent de médiation sur quelque chose qui va être sur participer au maintien du lien social, réguler des situations de tension, participer à des actions d'animation, où on est vraiment sur des profils terrain quasiment 100%. Oui. Sur des postes de médiateur, on va être plus sur effectivement le fait de s'inscrire dans les réseaux professionnels d'un territoire, de participer activement à une veille sociale et à la transmission d'informations de service en service, à assurer vraiment un service complet de médiation sociale, donc accueillir les gens, contribuer à la résolution de situations conflictuelles. On est vraiment sur de la médiation
chez le médiateur, en tout cas, accès aux droits et services. On va être aussi sur la facilitation pour les publics d'accéder justement aux services d'aide et aux services institutionnels, vraiment dans de l'accompagnement plus poussé que sur l'agent de médiation, qui va plus être effectivement sur le terrain, dans l'observation et la résolution, on va dire plus pratico-pratique du métier. Tout à fait. Donc on voit bien que ça se rejoint effectivement sur en tout cas l'idée d'accompagnement et de proximité, un qui est un peu plus dans l'analyse et l'autre qui est un petit peu plus dans l'action sur le terrain. Alors on va peut-être juste refaire un tout petit point, tu sais Lise, concernant les titres professionnels, parce que c'est vrai que c'est parfois un petit peu méconnu et souvent on me demande est-ce que c'est un diplôme qui est reconnu par l'État. Donc la réponse est oui, effectivement. Donc les titres professionnels sont donc bien délivré par donc le ministère du travail, au nom de l'État, évidemment. Et on va voir tout à l'heure qu'il y a des niveaux qui vont être différents. Donc on utilise souvent le niveau, on parle de niveau 3, 4, 5, etc. en référence bien sûr toujours au baccalauréat. Donc on va vous informer là-dessus. Mais en tout cas, pour vous rassurer, c'est bien des diplômes qui sont reconnus. Et on va voir d'ailleurs justement, parce qu'on va aborder ça avec Lise, que ces diplômes font donc l'objet d'un référentiel qui est même revu très couramment. Et je crois savoir que ces référentiels sont revus au regard du terrain, je pense Lise, au regard des besoins qui peuvent évoluer, donc où les personnes vont être formées en fonction de ces évolutions là, bien évidemment. Et ensuite que vous avez véritablement un examen à passer avec un jury de professionnels, bien évidemment. Donc vous voyez qu'en cela, on rejoint bien des diplômes qui sont donc reconnus et déclarés comme des titres RNCP, c'est-à-dire qui sont enregistrés donc sur France Compétences. Donc je voulais déjà rassurer les personnes dans ce sens-là. Alors dans un premier temps, peut-être Lise, est-ce qu'on peut commencer justement par ce qu'est un agent donc de médiation, information, service, peut-être voir un petit peu quel est le cœur du métier. Est-ce que tu veux nous donner par exemple des exemples d'actions et peut-être détailler davantage cette partie-là? Bien sûr. Alors l'agent de médiation, pardon. Information service, c'est vraiment d'abord c'est vraiment un métier de terrain, c'est-à-dire que la première des missions de l'agent de médiation, ça va être de cartographier son territoire, mais dans le sens large, donc observer le fonctionnement des territoires sur lesquels il va devoir intervenir, se faire connaître, mais du coup de manière moins institutionnelle, on va dire. On est plus sur vraiment quelqu'un qui va aller à la rencontre des autres, qui va aller découvrir comment vivent les gens du territoire, quels sont potentiellement les acteurs aussi, bien sûr les autres acteurs sociaux, découvrir qui sont un petit peu les points clés. Alors le terme est pas bon, mais en tout cas les personnes référentes sur les territoires. Donc ça peut être je vais y arriver. Ça peut être un commerçant du quartier qui est bien connu et qui du coup connaît bien la population du quartier et ses habitudes. Ça peut être un référent religieux en fonction des communautés présentes sur le territoire. Ça peut être effectivement un autre acteur social qui est déjà bien implanté. En tout cas, l'idée de l'agent de médiation, c'est vraiment de cartographier son territoire, de bien comprendre comment fonctionne ce territoire pour pouvoir ensuite agir justement pour limiter les dysfonctionnements, repérer les éventuels conflits en dormance, et de pouvoir justement venir intervenir rapidement pour limiter les conflits, voire les éviter. Et faire remonter bien sûr toutes ces informations-là aux institutions qui pourront intervenir si nécessaire. Ça peut être la dégradation de biens publics, ça peut être des réunions nocturnes qui vont déranger la population. Alors bien sûr qu'on ne demande pas à l'agent d'intervenir seul et d'aller jouer les héros, c'est pas du tout ça. L'idée, j'en parlais hier avec les apprenants justement, où on parlait de comment intervenir et on prenait l'exemple
l'exemple d'un regroupement de jeunes en nocturne dans un bas d'immeuble qui font du bruit, qui gênent les habitants. L'idée, c'est que c'est effectivement, si ce sont juste des jeunes qui papotent, qui mettent de la musique, bon, l'agent peut intervenir en disant, écoutez, voilà, là, il faut faire moins de bruit, il faut comprendre, voilà, essayer de trouver un terrain d'entente et peut-être de leur proposer une solution annexe. Oui, un repli vers un autre localisation. Vers un autre lieu. Oui. Voire de faire remonter aux structures type mairie, etc., qu'il faudrait prévoir un lieu pour ces jeunes pour éviter justement les conflits intergénérationnels. Ça peut tout à fait être de l'ordre de ce que fait l'agent de médiation. En revanche, ce que je disais en souriant, parce que voilà, c'est que si on sait que c'est un point de deal et que les jeunes ils sont pas là juste pour papoter, l'agent de médiation il va pas aller intervenir. Enfin, c'est pas le. Par contre, il repère, il a vu et il va prévenir les autorités concernées qui elles pourront intervenir. D'accord. Donc, voilà, il est souvent à l'initiative d'actions partenariales, quoi, en fait, aussi de repérage et d'actions partenariales. Voilà, et d'amélioration de la vie du territoire. Donc, il peut être sollicité par les habitants, il peut être sollicité par les acteurs locaux. Ça peut être aussi tout simplement d'informer les gens sur leurs droits en les emmenant au PAD, au point d'accès aux droits. Enfin, voilà, on est vraiment sur du travail de proximité qui va être à mi-chemin. Et en tout cas en grande corrélation avec le travail d'éducateur de rue. Voilà, oui, je pensais à ça. C'est très proche. C'est pas le même type de diplôme, mais ils travaillent ensemble parfois. Où ils sont pas employés par les mêmes collectivités. Non, ils vont pas être employés par les mêmes structures, mais ils vont être obligés. C'est forcément des partenaires incontournables. Puisqu'effectivement l'éducateur va pas forcément avoir le même champ d'action et va peut-être d'ailleurs avoir un champ d'action plus ouvert que celui de l'agent de médiation, qui est lui plus structuré selon la structure dans laquelle il travaille. Le champ d'action va être moins large. Et donc du coup, par exemple pour cette histoire de jeunes qui pourraient traîner dans les halls d'immeubles, si la structure dans laquelle travaille l'agent de médiation et que les partenaires n'ont pas de réponse, peut-être que les éducateurs, eux, en auront en proposant des locaux, parce qu'ils n'ont pas tout à fait le même champ d'intervention, mais les actions sont, quand il y a des éducateurs et des agents de médiation, ils travaillent forcément ensemble. D'accord. Donc un métier où il faut aimer le terrain et être quand même dans un bon niveau de communication, quoi, j'imagine. Un niveau très important de communication orale et surtout une grande capacité d'adaptation aux différents modes de communication, puisque forcément un public très diversifié et donc du coup une grande capacité à s'adapter en termes culturels et en termes de langage. Ça, c'est évident. Alors, je ne dis pas qu'il faut parler plusieurs langues, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais en tout cas, il faut avoir la capacité de se faire comprendre, de comprendre, avoir la curiosité justement d'avoir repéré sur le territoire des gens qui pourraient être des traducteurs, pas des traducteurs officiels, ça peut être le voisin, la voisine, enfin voilà. En tout cas, d'avoir repéré comment fonctionnent les communautés et du coup d'être en mesure de s'y adapter. D'accord, très bien. Pardon, excuse-moi. Un des points essentiels du métier d'agent de médiation, et on le retrouvera aussi chez les médiateurs, c'est la capacité à analyser toutes les actions mises en place et à faire des écrits professionnels pour faire remonter au bon service ce qui aura été observé. Donc c'est un élément essentiel du métier d'agent de médiation et du métier de médiateur. Pour le coup, c'est un des gros points communs de ces deux métiers. Il faut que les futurs apprenants, les futurs agents de médiation soient en capacité de rédiger des écrits professionnels à destination des institutionnels et des gens qui prendront des décisions sur la mise en place des actions. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très important dans le référentiel et sur lequel on insiste beaucoup dans les ouvrages. D'accord. Très bien. Donc, dans ce cas-là, il dispose d'un bureau, parce que c'est vrai qu'on l'imagine plutôt en étant sur le terrain, dans la rue, comme tu dis, mais en général, les agents ont un bureau au sein duquel ils vont pouvoir travailler, échanger, téléphoner. Oui. Bien sûr, et puis c'est essentiel puisque quand ils vont devoir mettre en place une régulation par la médiation, ils ont besoin d'un lieu complètement neutre par rapport au territoire. Donc oui, ils sont quand même des gens qui sont en partie aussi dans leur structure pour travailler avec un côté administratif qui reste relativement important, puisque toute action menée et toute observation doit être formalisée. D'accord.
Très bien, tout doit être tracé. Donc, Oui. alors, par rapport à ce diplôme, alors c'est vrai que je l'ai pas évoqué tout à l'heure, mais pour les titres professionnels, généralement, ils ont la particularité d'être composés de plusieurs blocs de compétences, c'est-à-dire ce qu'on appelle les AT, les activités types. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu ce qu'il en est par rapport à la formation? Donc, j'imagine de la connaissance des politiques, connaissance des différents types de publics, mais Oui. si tu peux, voilà. Alors, les connaissances des politiques, on Oui, est plus sur le médiateur. Justement, on oui, va plus être sur le d'accord. médiateur. Sur l'agent de médiation, il y a 3 CCP à valider pour la certification. Mhm. Donc 3 blocs de compétences. Le premier, c'est participer au maintien du lien social et prévenir les situations de conflit ou de dysfonctionnement par une présence active. Donc c'est bien Oui, par leur présence qu'ils sont censés gérer ça, enfin, en tout cas aider à l'amélioration. Le CCP2, c'est régulé par la médiation des situations de tension et de conflit. Donc là, on est vraiment dans l'intervention pure et dure. Et le CCP3, c'est participer à des actions d'animation ponctuelles ou à des projets partenariaux. Donc là, c'est plutôt, voilà, on met en place une fête de quartier ou une action spécifique envers tel ou tel public. Et là, du coup, on leur demande de participer, mais vraiment activement, pas juste en observateur. Chaque CCP est composé de plusieurs compétences. Donc le CCP1, il y a 5 compétences professionnelles à connaître. Le CCP2, il y en a 4 et le CCP3, il y en a 3. Et en d'accord. fait, ces CCP et ces compétences correspondent, en tout cas sur la formation chez Adonis, aux différents ouvrages qui sont proposés pour le suivi de la formation. D'accord. Où là, on parle beaucoup de posture professionnelle, j'imagine. On parle de posture professionnelle qui est extrêmement importante pour le coup, pour les 2 métiers, c'est la même chose. Mhm. C'est d'être dans une posture impartiale et neutre. Oui, De jamais prendre parti et on travaille beaucoup aussi sur la gestion de ses propres émotions puisque nous restons oui, des humains mais qu'il faut bien sûr. apprendre à gérer ses émotions et sa communication non verbale D'accord. par Très exemple. bien. Ce sont 2 éléments extrêmement importants. Parfait. Et, alors, au niveau du contenu de formation, est-ce que c'est quelque chose qui est difficile à s'approprier ou finalement, l'intérêt, voilà, pour ce type de métier est quand même un excellent moteur? Alors très clairement ce sont des métiers comme je dirais comme la majorité des métiers du social, ce sont des Oui, métiers de passion. Il faut avant tout avoir envie d'être avec l'autre, d'aider l'autre et d'être sur le terrain, parce que pour le coup, pour les agents de médiation, on est vraiment sur le terrain. Il faut pas espérer être 3/4 du temps dans son bureau, hein, ça c'est pas le cas du tout. Oui, ce sont des métiers de passion et franchement, l'appropriation, la façon dont est fait le déroulé pédagogique et la lecture des ouvrages se fait assez bien. D'abord, il y a pas mhm, mal de choses qui reviennent, il y a des notions qui sont essentielles, qui reviennent régulièrement dans les différents ouvrages. Donc non, l'appropriation se fait assez bien à partir du moment où la filière a été bien choisie et que les gens se rendent bien compte de ce qui les attend. Le déroulé de la formation se passe en général assez facilement. On n'a pas de difficulté particulière là-dessus par rapport à la lecture des ouvrages. très bien. Merci beaucoup, Lise, pour ce petit point, voilà, sur le contenu. Alors, concernant, donc, on a bien vu, voilà, qu'il s'agissait, voilà, d'intervention sociale. Et est-ce que tu pourrais nous lister, par exemple, les types de structures qui potentiellement engagent justement les agents de médiation? Alors, les types de structures qui peuvent engager les agents de médiation, ce sont d'abord en priorité les communes. Oui, Les communes qui ont mis en place des dispositifs type politique de la ville et qui ont en général des quartiers prioritaires. Donc oui, alors avant ça s'appelait des US, maintenant ça s'appelle des quartiers prioritaires. Enfin voilà, ce sont des lieux en général qui sont où il y a énormément d'immeubles et où en fait effectivement on rencontre plus de difficultés de voisinage, de vivre oui, ensemble, voilà. Donc là c'est vraiment les lieux sur lesquels on va trouver prioritairement des agents de médiation et des médiateurs. Hein. Pour le coup on est sur les mêmes types de structures. Ça peut être des établissements scolaires qui engagent des agents de médiation ou des médiateurs. ah oui, d'accord. Voilà, pour gérer justement avec malheureusement un fort développement du harcèlement scolaire. Voilà, Oui, les agents de médiation scolaire ou les médiateurs scolaires rentrent de plus en plus. Enfin voilà, on en a de plus en plus dans les établissements scolaires. d'exemple, malheureusement, oui, oui, oui.
Voilà, ça peut être des associations qui sont implantées, pareil, dans des quartiers ou dans des endroits où ça nécessite plus de médiation. Ça peut être aussi les transports. Donc les entreprises de transport qui font de plus en plus appel aux médiateurs dans les transports publics, donc particulièrement dans les bus. Oui. Voilà, c'est vraiment des structures. Alors, on trouve peu de médiateurs. C'est pas du tout cliché, hein, c'est des faits, hein, c'est factuel. On trouve peu de médiateurs à la campagne. On va trouver des médiateurs dans effectivement des grandes villes, enfin grandes, moyennes et grandes villes, hein, où potentiellement on a effectivement une diversité culturelle, une diversité d'origine et une diversité et où les gens vivent en proximité et où du coup ça peut générer voilà des situations conflictuelles, des dégradations sur les biens publics, enfin voilà, où on va avoir forcément là où il y a un amas de population et de populations différentes. Le risque, en tout cas, le besoin de médiation est plus important. Oui, avec les zones qui sont aussi en situation de précarité, peut-être les zones qui sont un peu en tension, voilà, au niveau du chômage, etc. aussi, j'imagine que c'est aussi un terrain favorable. Ouais. C'est ça, exactement. Donc en fait, les structures, elles sont diverses et variées en fonction de la taille de la ville. Ça peut être la ville, ça peut être des associations, ça peut être des établissements scolaires, des structures de bus, comme je vous le disais. Enfin voilà, après, il faut aussi, de toute façon, ça fait partie. Moi, j'insiste beaucoup en début de formation et tout au long de la formation sur le fait que il faut absolument que dès le démarrage de la formation, les agents de médiation et les médiateurs tiennent une veille documentaire et commencent à cartographier un petit peu leur territoire pour justement être moins surpris et pouvoir de toute façon déjà démarrer la recherche de stage et se rendre compte des structures qui peuvent justement embaucher des agents de médiation. Et justement, alors c'est vrai que c'est bien de parler du stage parce que c'est souvent une des questions. Est-ce que le stage est obligatoire sur ce type de formation-là pour se présenter à la session d'examen? Alors, justement, je suis en train de relire la certification parce que j'accompagne plusieurs groupes. Je suis désolée, comme je veux pas dire de bêtises, je préfère me rappuyer sur mon document. Ce qui est obligatoire sur les agents de médiation, c'est la passation du certificat SST, donc du brevet de sauveteur secouriste du travail, puisqu'il fait partie d'un des CCP, pardon. Je suis en train d'essayer de chercher l'information parce que il me semble que oui, hein. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que même s'il n'est pas obligatoire dans la certification, il est à mon sens indispensable pour pouvoir répondre aux dossiers professionnels et aux dossiers techniques qui seront demandés. Il faut une expérience. Alors si c'est pas pendant la formation, ça voudrait dire que ce sont des gens qui ont déjà des prérequis avant, qui ont déjà été un petit peu dans le... Parce qu'en fait, il y a quand même un des écrits qui demande de rédiger un document sur une contribution à un projet partenarial. Je crois que oui, alors là, je vois que effectivement, c'est vrai que le stage n'est pas obligatoire, mais étant donné que voilà, l'examen prend appui quand même, en effet, sur des mises en situation professionnelle, et en plus, voilà, tu nous parles de ce dossier-là, parce qu'on va rentrer un petit peu dans le détail tout à l'heure de comment se passe l'examen, quelles sont les conditions. Effectivement, sans expérience préalable, voilà, acquise déjà dans d'autres contextes, enfin, pas forcément dans voilà, pour préparer ce diplôme-là. Voilà, effectivement, sans expérience, ça va être très compliqué de faire face aux épreuves de l'examen. Voilà, c'est ce qui est dit dans le REAC, d'ailleurs dans le référentiel, hein, c'est-à-dire qu'effectivement le stage en lui-même n'est pas obligatoire, mais sans une expérience concrète, ça paraît compliqué de tout valider simplement avec la lecture des ouvrages et ce que nous on peut apporter en visio. C'est vrai que c'est toujours, mais même pour sa connaissance personnelle, avant de se lancer dans un métier, faire un stage ou une immersion, c'est toujours plus favorable. Donc non, pour répondre concrètement à la question, le stage n'est pas obligatoire, mais il est fortement recommandé. D'accord. Alors maintenant, est-ce que peut-être pour conclure, voilà, sur ce titre professionnel d'agent de médiation, avant de passer à médiateur, ou alors tu voudrais qu'on parle peut-être des examens ensemble, comparer les deux examens tout à l'heure, ou on voit un petit peu les épreuves? Là, on peut voir les épreuves de l'agent de médiation, puis après on passe au médiateur. Oui.
Alors, les épreuves, donc comme tu le disais tout à l'heure, hein, c'est donc validé, le titre professionnel est mis en place et validé par le ministère du Travail, en corrélation avec la chambre professionnelle, enfin avec la branche professionnelle. Donc oui, il évolue régulièrement, mais en général, le contenu de la certification, c'est plutôt le contenu de la formation qui va évoluer, mais la certification reste en général à peu près identique. Donc en fait, elle se déroule comment ? La première chose, c'est une mise en situation professionnelle de 30 minutes, dans laquelle vont intervenir 2 comédiens et je vais y arriver, l'étudiant va tirer un sujet au sort. Il y aura une situation professionnelle qui sera proposée. Et donc, du coup, c'est des situations qui sont vraiment de type présence active sur le terrain, savoir se présenter, expliquer son rôle et répondre à la demande d'une personne. Ok, donc on est vraiment sur la première situation, c'est vraiment ça. Comment je me positionne sur le terrain, comment je présente mon action et comment je réceptionne une demande. Et la capacité, à écouter les doléances et les points de vue de chacun, oui, effectivement. Exactement. Il y a 2 situations, du coup, de mise en situation professionnelle. Donc, une sur la présence active et la deuxième, ça va être vraiment de réguler en temps réel une situation de tension ou de conflit entre 2 personnes. C'est-à-dire comment j'agis quand je sens qu'il y a une tension entre 2 personnes, comment j'interviens. Là, pareil, on est avec un jury qui mime une situation de conflit ? Tout à fait. Alors, c'est pas le jury qui mime, ce sont des comédiens. Et le jury observe. D'accord, ok. Voilà. Donc ça dure pas très longtemps. Les mises en situation, elles durent 10 minutes chacune. Donc c'est vraiment pas très très long. Et après les mises en situation, il y a un échange avec le jury. Et on va demander, alors avant l'échange, on va demander au candidat, justement, c'est pour ça que j'en parlais tout à l'heure, de faire une analyse, une auto-analyse de la situation et d'en faire un retour objectif avec les points d'amélioration à mettre en place face à cette situation. Donc c'est vraiment, il y a toujours dans les métiers d'agent de médiation et de médiateur une auto-analyse avec les recommandations et les points de progression à mettre en place. D'accord. Important, oui. Oui, très important. C'est pour ça que j'insiste beaucoup sur les écrits professionnels. Ensuite, il y a un entretien technique de 30 minutes. Donc, les candidats vont préparer leur auto-analyse et ensuite, ils vont échanger pendant 30 minutes, pendant 20 minutes avec le jury sur cette auto-analyse, justement. Et les jurys vont poser des questions sur ce qu'ils ont observé pendant les mises en situation. Là, c'est l'occasion de pouvoir revenir sur une posture qu'on a eue pendant la mise en situation. On se dit, tiens, j'aurais peut-être pu aussi faire ceci ou cela. Je pense que ça doit être plutôt aussi bien vu d'être capable de se remettre un peu en question sur la partie qu'on vient de passer. C'est essentiel. On a le droit de rater quelque chose, on a le droit de pas avoir vu ou de pas tout de suite avoir rebondi sur quelque chose. Par contre, dans l'auto-analyse, c'est bien de dire là, je me suis rendu compte après que j'aurais pu faire ceci comme ça ou autrement. Voilà, exactement. Ensuite, il va y avoir un questionnement de 30 minutes sur les productions écrites. Oui. Donc en fait, les agents de médiation ont un écrit technique en plus du DP à écrire qui porte sur les objectifs d'un projet partenarial, sur leur participation à un projet partenarial. Ils doivent écrire un document d'environ 5000 à 6000 caractères et donc de présenter complètement leur participation à un projet d'animation ou à un projet partenarial. Ça, c'est un document qu'ils auront dû rendre 10 jours avant l'examen comme le dossier professionnel et ils seront interrogés pendant 30 minutes sur cet écrit. D'accord, donc d'où l'idée du stage, tout à fait cohérent si on n'a pas déjà travaillé dans le milieu. Exactement, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Et ensuite, il y a un entretien final de 20 minutes. Oui. Après cet entretien de 30 minutes sur le dossier technique, il y a un entretien final de 20 minutes qui, lui, va porter justement sur le DP, le dossier professionnel, sur la compréhension globale qu'auront les étudiants du métier, sur leur appropriation de la posture de médiation et sur les connaissances des règles déontologiques de la médiation sociale. Ok. Donc un examen quand même assez costaud. Et après, il y a en plus ce certificat là, c'est ça dont tu nous parlais tout à l'heure, le SST. Oui,
Les agents de médiation, comme ce sont des personnels de terrain, doivent passer le SST au cours de leur formation. D'accord. Voilà, le SST, sachant que ce titre, enfin ce certificat de secouriste, de sauveteur secouriste du travail, n'est valable que 2 ans. Donc ceux qui des fois l'auraient déjà doivent vérifier le fait qu'il soit encore valide, et si ce n'est pas le cas, ils doivent le repasser. D'accord. Alors là, j'imagine que il va y avoir bientôt des examens, des sessions d'examen. Donc là, quelles sont les consignes justement? Qu'est-ce que tu pourrais donner comme comme conseil aux étudiants pour bien se préparer à l'examen? Qu'est-ce qu'ils peuvent adopter ou être vigilants sur quel point? Alors, moi, ce que je leur dis, c'est en fait d'être assidus tout au long de la formation, de bien comprendre les concepts qu'on leur donne tout au long de la formation, de préparer leurs écrits largement en aval de cette formation, en amont, pardon. L'aval, c'est après. En amont de la certification, de commencer à les rédiger dès qu'ils ont les éléments, soit via la formation, soit via leur stage, pour ne pas faire les choses dans l'urgence et générer plus de stress que n'en génère déjà l'examen. De préparer tout à l'avance, leur tenue. Alors ça paraît basique, mais préparer leur tenue, vérifier comment ils vont se déplacer, anticiper le temps de trajet, etc. pour être à l'heure. Prévoir boissons, grignotage, enfin voilà tout ce qui est. Alors ça paraît un peu basique, mais c'est essentiel, et surtout d'avoir bien appréhendé les notions qui sont demandées, les 3 CCP qu'il faut valider, de les avoir bien révisées au niveau théorique et d'avoir bien en tête les exemples pratiques qu'ils vont pouvoir expliquer, de manière à avoir le moins possible à se référer à leurs documents pour pas donner l'impression de faire de la lecture, mais bien être dans une participation active avec le jury. Ne pas hésiter à tout moment de dire au jury excusez-moi, je suis stressée, il vaut mieux le dire plutôt que de se laisser déborder par le stress. Et puis bien sûr, nous allons entamer là dans les semaines à venir, très proches d'ailleurs pour ceux qui passent la certification au mois de mai-juin, la préparation à l'oral pour justement les aider à être moins stressés le jour J. Donc ça, c'est un accompagnement qu'on fait aussi jusqu'au bout. Très bien. Donc voilà, l'idée c'est pas de se préparer quelques semaines avant la certif, c'est tout au long de la formation qu'on se prépare à cet examen. Bien sûr. Et donc c'est pour ça que voilà, on fait des petits résumés de la certification qu'on leur donne dès le début. Moi, je leur propose des résumés des ouvrages avec les points de vigilance, certification. Enfin voilà, on se prépare pas à la certif 3 semaines avant. C'est trop tard. Bien sûr. Et après, c'est vrai que l'entraînement, pour les oraux est aussi important, parce que c'est vrai c'est quand même beaucoup basé sur les oraux où on va être en direct en train de réagir avec le jury. Donc, après, j'imagine que ce sont des personnes, en général, le jury sont des professionnels qui savent aussi ce que c'est que le stress de l'examen, et c'est pas toujours évident de réagir face à une situation avec des comédiens. On va peut-être réagir aussi un peu différemment. C'est ça, et puis c'est pour ça qu'il faut pas hésiter à leur dire quand on sent que le stress monte. Alors on sent la boule au ventre, les gouttes de sueur, le moment où on va perdre nos mots et où on va perdre le fil de notre. Il vaut mieux dire excusez-moi, j'ai une petite montée de stress, c'est important pour moi. Et en général, le jury dit prenez le temps de respirer. Est-ce que vous avez besoin de boire un coup? Enfin voilà, ils sont pas là pour massacrer les étudiants. Ils sont vraiment là pour vérifier par rapport à leur grille d'évaluation et aux critères de la branche professionnelle si tous les éléments sont acquis pour pouvoir ensuite aller travailler dans ce domaine-là. Donc c'est aussi ça, il faut démystifier un petit peu le jury et se dire qu'ils ne sont pas là pour saquer, comme on l'entend souvent, mais bien là pour vérifier les acquis nécessaires pour la suite. Et après, c'est vrai que si on a été sur le terrain, justement, c'est plus facile d'arriver à argumenter une situation, une posture qu'on aura eue, puis on y aura forcément davantage réfléchi, j'imagine, quand on avait vraiment vécu les choses. C'est ça, c'est évident. Même si c'est une petite mise en situation, si c'est pas 5-6 semaines, mais franchement, de pouvoir aller observer un médiateur, un agent de médiation sur le terrain et justement de bien voir quel est le champ d'action et comment ils interviennent, c'est vraiment... Pour moi, ça reste essentiel à la bonne réussite de l'examen, mais aussi à la préparation du futur métier. Pas que pour la certification d'ailleurs. C'est vraiment pour avoir une idée concrète de comment on travaille en tant qu'agent de médiation.
Bien sûr. Et alors, lorsqu'on est agent de médiation, on est seul finalement, Lise, sur le terrain, ou on va être en binôme en général? Parce que ça peut présenter une certaine dangerosité aussi, Oui. j'imagine, dans des situations particulières, plus tendues que d'autres. Oui. Les deux situations sont possibles. Oui. Ça peut être dans une grosse structure où il y a plusieurs agents de médiation et peut-être aussi des médiateurs. Et dans ces cas-là, il y a un vrai travail d'équipe, des tournées qui Oui. peuvent se faire à deux. Après, il y a aussi des endroits où il y a juste un agent de médiation. Et dans ces cas-là, il n'est pas vraiment seul puisque alors il va forcément être un petit peu parfois seul, mais l'idée c'est vraiment pour le coup là de développer le partenariat et de s'appuyer sur les partenaires et Mhm. justement de ne pas jouer les héros, hein, mais de bien Oui. comprendre le champ d'action pour ne pas justement se mettre en difficulté. Normalement, on est justement sur un métier d'impartialité, de neutralité, et le plus gros du travail au début de la prise de poste, c'est justement de se faire connaître comme tel et que Oui. les gens puissent le repérer comme n'étant pas quelqu'un qui va venir sanctionner, mais bien quelqu'un qui va venir aider à la résolution et non pas. Donc voilà, ça c'est tout. Mais les deux cas sont possibles, hein. Le travail en équipe, le travail D'accord. seul. Ça dépendra vraiment des structures et de la taille des structures et du territoire. Très bien. Merci beaucoup, Lise. Alors pour moi, c'est très clair. Merci beaucoup, voilà, de m'avoir, voilà, aussi bien renseigné, voilà, sur ce titre professionnel d'agent de médiation. Est-ce qu'il y a des questions, Hélène, par rapport à tout ce que nous venons de voir sur ce titre pro-là? Oui, on me demande si c'est une formation qui peut être réalisée avec une activité professionnelle à côté. Oui, alors là, je me permets de répondre, Alice, comme c'est vrai que je Oui, bien suis sûr. les étudiants, voilà, c'est vrai que je pense quasiment enfin beaucoup d'étudiants de Lise et de nos autres formateurs sur d'autres titres professionnels, à 80% sont souvent en emploi en parallèle. Alors après, c'est vrai que si dans son organisation, on a la possibilité de se dédier entièrement à sa formation, c'est vrai que c'est mieux, c'est peut-être un peu plus épanouissant, mais en tout cas, très régulièrement, les gens sont en emploi et voire sont aussi chargés de famille. Donc l'un n'empêche pas l'autre, hein. Non, complètement. Non, parce qu'en plus, je me permets de rebondir, mais Oui, effectivement, les ouvrages sont à disposition sur la plateforme. Les visios que l'on fait toutes les semaines, tout formateur, eh bien, sont en sont replay sur la enregistrés, plateforme. ouais. Donc, même si Mm. les gens sont pas disponibles à l'heure où on est en visio, ils peuvent récupérer les replays. Et en plus, on propose tous les mois des suivis individuels téléphoniques. Donc, vraiment, enfin, moi, j'ai beaucoup d'étudiants qui travaillent, hein. C'est la grande majorité, hein, souvent pour financer leur formation, effectivement. Oui, tout à Alors, fait. on va passer peut-être maintenant au métier de médiateur social. Alors, accès aux droits Oui, et services. Donc, j'imagine oui, que chaque terme est évidemment important. Donc, si je et oui. regarde un petit peu dans la hiérarchie, on monte un petit peu également en compétences, peut-être, ou du moins un peu plus en profondeur, voilà, sur la nature de l'intervention. Oui, et puis c'est un niveau aussi de certification supérieur à Oui. celui d'agent de médiation. Là, on est donc sur un niveau 4, hein, qui équivaut à un niveau bac. Mhm. Euh, alors que l'agent de médiation, on était sur un niveau inférieur au niveau de la catégorisation Voilà, et de on la est certification était nationale. sur un Hein. niveau 3 équivalent d'un CAP pour ceux qui connaissent mieux la grille, C'est ça. effectivement, éducation nationale, voilà, diplôme classique. Donc là, on va vraiment être sur un poste où le partenariat, la connaissance de la cartographie sociale du territoire est extrêmement importante, puisque effectivement, hein, c'est dit dans le titre, médiateur social, accès aux droits et services. La principale mission du médiateur social, ça va vraiment être d'accompagner les gens vers l'accès aux droits et aux différents services du territoire. Donc c'est forcément, par exemple, la première compétence qui va être travaillée pour le titre, c'est participer à une veille sociale et s'inscrire dans les réseaux professionnels du territoire. Ça veut dire que là, on est sur des profils où, en plus du terrain, on va dire, de proximité avec les habitants, on est surtout sur un métier de proximité dans le réseau social, dans le réseau du territoire, et donc du coup avec beaucoup plus d'écrits, de présence, on va dire, institutionnelle, Oui, en où il va vraiment réunion, falloir voilà, du coup, séminaire, voilà, etc. Oui, oui, oui. une posture terrain, mais terrain institution.
Oui. Avec voilà. Ensuite, bien sûr, il y a toute la partie assurer un service de médiation sociale. Hein. Donc là, il faut accueillir les gens, identifier les différentes composantes d'une situation. Où là, vraiment, on va tomber dans la médiation entre les personnes. Mais ça peut être entre les personnes, mais aussi entre une personne et une institution. Voilà, on a vraiment le côté institutionnel qui vient en plus dans ce métier par rapport à l'agent de médiation, et où on est vraiment sur des missions plus formelles, ou du coup qui vont nécessiter aussi beaucoup plus d'écrits, et beaucoup plus de présence dans les réunions avec les financeurs. Voilà, on est vraiment sur des choses un peu plus administratives. Et on accompagne beaucoup plus dans les démarches, notamment, j'imagine. Exactement. Oui. Beaucoup plus dans les démarches. Ça veut dire qu'il faut avoir une connaissance pointue des partenaires, mais au-delà de les connaître au niveau théorique, il faut les connaître physiquement. Oui, il faut leur avoir rôle, des liens. aussi. Oui, il y a un énorme rôle de partenariat chez le médiateur social, de connaissance du partenariat, puisque c'est pareil. Enfin voilà, le troisième CCP, c'est de faciliter et d'organiser des activités support à la médiation sociale. Donc on n'est pas juste dans la participation ou dans l'animation, mais là on est bien dans la facilitation et la création d'activités. Donc on est vraiment effectivement sur des choses un peu plus théoriques, mais aussi beaucoup plus institutionnelles et formelles. Voilà, ça va être la grosse différence entre les deux métiers. On est sur le même type de structure au niveau des recrutements. Hein. Voilà, on va être vraiment sur école, association, collectivité. Oui, exactement. Même type de territoire, hein, forcément. Oui. Et c'est vrai qu'on voit souvent des structures avec et des médiateurs et des agents de médiation, puisque voilà, quand c'est des grosses structures, ils recrutent les deux en général. Alors, est-ce que par exemple c'est le médiateur qui va un petit peu organiser l'activité des agents de médiation ou pas? Pas nécessairement. Oui. Pas nécessairement, c'est forcément des métiers qui vont aller de pair, mais je pense pour moi, ils avancent plutôt main dans la main, plutôt que avec un lien hiérarchique. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. C'était ce que je voulais savoir. Est-ce qu'il y avait un lien hiérarchique un peu entre les deux? Pas forcément. Mais c'est pas comme ça que sont présentés les métiers. Oui. Après, ça dépend de comment s'organisent les structures dans lesquelles il y a des médiateurs, mais de manière générale, c'est plutôt l'agent de médiation qui va être vraiment sur le terrain en permanence, le médiateur qui va faire le lien avec les institutions, et du coup, ils vont travailler en corrélation main dans la main, plutôt que voilà, le médiateur pourra peut-être intervenir sur certaines situations sur lequel le sollicitera les agents de médiation, et inversement, le médiateur pourrait être sollicité et se dire ok, ça relève de l'agent de médiation, plutôt que voilà, ils vont plutôt faire un transfert de savoir et de connaissances et compléter, être complémentaire plutôt qu'être hiérarchiquement scindé. D'accord. Voilà. Ensuite, sur ce titre pro-là, est-ce qu'il y a quand même, donc au niveau des contenus que tu dispenses, est-ce qu'il y a une grosse partie sur le juridique ou pas forcément, parce que on fait de la veille peut-être un peu au quotidien, mais il y a une grosse partie juridique qui est beaucoup plus développée que dans l'agent de médiation. Il y a toute la connaissance des lois sur la confidentialité, sur tout ce qui tourne autour du RGPD, donc de la réglementation de la gestion des données personnelles, mais aussi sur la transmission des informations essentielles aux partenaires, puisqu'on est vraiment sur justement de l'accès au droit. Hein, donc voilà, on insiste beaucoup sur qu'est-ce que je peux transmettre et comment, le secret partagé, le RGPD, la confidentialité, l'éthique. Il y a toute cette partie-là qui est beaucoup plus poussée que sur l'autre titre. Il y a vraiment, il y a tout un pôle de compétences là-dessus, hein, sur vraiment comment je communique, comment je choisis les bons canaux, à qui je peux dire quoi, qu'est-ce que je peux écrire, qu'est-ce que je peux pas écrire, comment j'adapte mes écrits aux institutions, aux partenaires et aux bénéficiaires. Voilà, il y a une grosse part, administrative et législative sur le métier de médiateur. D'accord. Et donc tu retrouves souvent dans les publics des personnes qui ont fait une fac de droit avant, par exemple, et qui s'orientent vers ces métiers-là, ou c'est plutôt à quel profil ça peut correspondre davantage, s'il y en a, peut-être pas forcément.
Alors, je dirais Voilà. qu'il n'y a pas de profil type. Oui. C'est vraiment des gens qui vont avoir envie d'être sur le terrain dans l'accompagnement quotidien des bénéficiaires. On est vraiment sur des métiers de contact humain important. Il n'y a pas forcément besoin au départ d'avoir une connaissance des lois, mais simplement d'avoir la curiosité d'aller chercher la bonne information et de savoir comment organiser la veille pour avoir la bonne veille sociale et veille informationnelle, pour avoir les bons contacts. Et parce que en fait, pour rentrer dans le détail, c'est pas le médiateur qui va mettre en place, par exemple, le dossier d'aide financier, mais par contre, il doit savoir vers quel partenaire orienter la personne pour le montage de ce dossier. Il y a un champ d'action très structuré. Une assistante sociale n'apprécierait pas qu'un médiateur vienne faire son boulot, et inversement d'ailleurs. Donc du coup, c'est aussi ça, un des grands enjeux du médiateur, c'est qu'ils interviennent sur beaucoup de champs, mais il ne faut pas qu'ils se substituent au rôle de leur partenaire, et bien garder en mémoire que leur rôle à eux, c'est d'orienter vers les bons partenaires, peut-être en accompagnant, mais même physiquement, leurs bénéficiaires vers, mais en tout cas de ne pas faire à la place d'eux. Donc en termes de profil, on a vraiment des gens qui viennent de tous horizons. Et c'est vrai que la frontière avec le métier d'assistant social doit être quand même très fine quand même parfois. Elle est pas si fine que ça, parce que chez les assistantes sociales, d'abord, on n'est pas dans la rue avec les bénéficiaires, on va pas les chercher chez eux. Alors parfois, on peut se déplacer, mais l'assistante sociale, elle est vraiment là pour répondre à un besoin bien souvent économique et social, à une détresse à un moment donné, à la construction d'un dossier d'aide, au montage d'un dossier financier. Le médiateur, lui, il va repérer les difficultés et il va emmener les gens vers l'assistante sociale. Vers l'assistante sociale, d'accord. Il va pas monter les dossiers, il va pas faire bien ce sûr, genre de choses. L'assistante sociale, elle est vraiment là pour rédiger à la place d'eux et avec. D'accord. Ok. Voilà. Alors, par rapport au bloc de compétences, est-ce que tu voulais en dire un mot au bloc de compétences de médiateur? On est sur 3 blocs également. Si tu veux apporter un ou deux petits éléments. 3 blocs également, participer à la veille sociale. Le premier, c'est participer à la veille sociale et s'inscrire dans les réseaux professionnels. Le deuxième, c'est assurer un service de médiation sociale. Dans ce bloc-là, on va retrouver tout ce qui est accueil, identification des personnes, contribution à la résolution, etc. À chaque fin de bloc, on a l'analyse de pratique, toujours aussi, comme pour l'agent de médiation. Et sur le 3e bloc, on est sur faciliter et organiser des activités support. Donc là, on est vraiment sur je mets en œuvre, je donne après mon observation et après mes relevés d'informations, je dis là, par exemple, il faudrait mettre en place telle ou telle activité, je vais chercher les bons partenaires et je mets en place. Donc les secteurs d'activité et les emplois possibles, les types d'emplois. Alors il y a plusieurs formes de médiation, médiation sociale, médiateur en milieu scolaire, en pôle santé. J'ai oublié les pôles santé. Oui, c'était vrai également pour agents de médiation, donc le pôle santé dans les hôpitaux, les cliniques par exemple. Oui. Exactement. Médiateur de ville et médiateur social et culturel. On trouve aussi des médiateurs dans les médiathèques. Dans ce genre d'établissement. Sur l'examen, si on peut passer à l'examen. Oui, là, tout à fait, oui. Il y a donc l'examen comprend 4 modalités d'évaluation pour une durée totale de 2h30 d'examen. Oui, donc un petit peu plus long que pour l'agent de médiation. Tout à fait. On a une mise en situation professionnelle, donc pareil, avec des acteurs qui vont venir jouer le rôle des bénéficiaires, qui dure 30 minutes. Les compétences évaluées, c'est la façon d'accueillir, l'analyse de la situation et la médiation qui sera mise en place. Ensuite, il y a un entretien technique de 50 minutes. Pareil, où sur ces 50 minutes, les candidats ont un temps pour analyser leurs pratiques et faire des propositions d'amélioration. Et ensuite, un échange avec le jury. Et après, il y a 50 minutes de questionnement à partir des productions écrites. Je vais y venir. Et cette partie-là porte sur la veille, le territoire et les activités support. Et ensuite, il y a l'entretien final sur le DP, le dossier professionnel. D'accord.
les ouvrages qui sont à produire pour la certification sont un peu plus lourds que pour l'agent de médiation. Donc il y a le DP. Le DP, il est commun à tous les titres professionnels. C'est l'outil commun à tous les titres pro. Et derrière, les médiateurs doivent faire 3 productions écrites en plus du DP. Des productions écrites qui vont de 3000 à 10 000 caractères en fonction. Un qui porte sur la veille sociale et les réseaux professionnels. D'accord. Donc c'est là où on rentre vraiment dans le côté institutionnel. Une production sur les activités support à la médiation. Ok. Alors on peut choisir une thématique en particulier ou il faut oui, d'accord. Non, ils peuvent choisir une thématique. C'est pour ça que là, c'est pareil. Le fait d'aller en stage n'est pas obligatoire, mais il semble compliqué de rédiger ces ouvrages sans avoir une expérience. Donc, des gens qui auraient une expérience dans d'autres domaines que la médiation, mais qui regroupent ces thèmes-là, très bien, ça fonctionne aussi. Mais c'est vrai qu'il est plutôt conseillé... quand on peut faire du stage, c'est toujours mieux. Et la production numéro 3, elle porte sur une situation conflictuelle de médiation sociale. Donc, une situation conflictuelle qui aurait été résolue grâce à la médiation. Super. Et alors, après le DP, c'est vrai que tu nous en as parlé aussi tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous dire un tout petit peu qu'est-ce que c'est le DP? Qu'est-ce qu'on trouve dedans? Donc là, finalement, c'est pas une situation particulière, c'est encore autre chose? Oui, le DP, en fait, c'est un document qui est commun à tous les titres professionnels reconnus par le ministère du Travail. Et le DP, c'est un petit peu, on va dire, un CV détaillé. Pour le faire un petit peu court, bien sûr, ça doit regrouper toutes les 3 CCP qui sont demandés, la validation des 3 CCP. Et en fait, les étudiants doivent décrire 3 activités qui vont regrouper toutes les notions de la certification par des expériences professionnelles avérées. Le DP doit vraiment être un listing d'activités professionnelles menées pendant des expériences. Ça peut être des expériences passées qui ne sont pas forcément en lien avec la médiation, mais qui vont permettre de valider certaines compétences de la certification. D'accord. Ok. Voilà. Bon, tout ça, c'est travailler avec toi, j'imagine, avec les étudiants. Tout ça, vous l'abordez évidemment. Oui. Tout à fait. Et puis le DP, c'est un dossier unique pour tous les TP. Donc ils y ont accès dès le début de la formation sur la plateforme avec le guide pour remplir le DP. D'accord. Super. Et nous, on fait des relectures et de l'accompagnement à la rédaction du DP, bien sûr. Bien sûr. Et après, entraînement donc sur ces fameux oraux, parce que là, on a quand même 2 fois 50 minutes à tenir à l'oral, ce qui est pas rien quand même. Oui. Non, c'est pas rien. Oui. Non, c'est pas rien. Mais en même temps, on est sur des métiers qui sont vraiment des métiers purs de communication, quoi. Oui. Donc c'est aussi il faut qu'ils soient en mesure. Alors voilà, ça peut déstabiliser une certification, mais on se dit que sur des métiers d'agent de médiation ou de médiateur, ce sont des métiers de contact quasi uniquement, et donc s'ils sont déstabilisés trop vite, c'est aussi inquiétant pour la suite. Bien sûr, oui. J'imagine que beaucoup de choses se jouent là-dedans, comment ils vont réagir aux choses un petit peu surprenantes que peut faire aux questions un peu surprenantes du jury. Il doit y en avoir quand même aussi un petit peu qui cherchent un petit peu de ce côté-là en questionnant. Oui, bien sûr. Et puis c'est un petit peu le but aussi, sur des métiers qui sont des métiers quasi 100% de communication. Forcément, le jury, ils vont venir titiller un petit peu, essayer. Parce que en plus, dans le métier d'agent de médiation et de médiateur, on leur demande de garder toujours une attitude neutre et impartiale. Donc forcément, le jury va essayer d'aller tester ça, par des questions un petit peu déstabilisantes ou de voir si on reste neutre et impartial, même au moment de la certification. C'est très bien de le savoir avant, ça permet, effectivement, c'est un point hyper important. Très bien. Et Hélène, est-ce qu'il y a des questions sur ce titre professionnel de médiateur? Alors, on me demandait quelles étaient les situations les plus difficiles à gérer dans le métier. Je vais laisser Lise répondre. Alors, les situations les plus difficiles à gérer sont forcément les situations de conflit
les situations de conflit qui peuvent parfois prendre des proportions très importantes, qui de 1 à 2 personnes en conflit vont mettre en conflit justement des communautés entières, des quartiers, des bouts de quartiers. Enfin voilà, c'est vraiment ce qui est le plus compliqué. C'est là où on insiste beaucoup sur la formation, que ce soit médiateur ou agent de médiation, sur l'observation du changement des attitudes et voilà, de ce qui peut être repéré en amont, qui pourrait permettre de désamorcer et d'éviter d'en arriver à ce type de conflit. C'est vraiment ce qui est le plus compliqué, parce que dans ces moments-là, la plupart du temps, quand le conflit est engagé, le médiateur ne peut malheureusement plus faire grand-chose et doit faire appel forcément aux forces de l'ordre, à des structures plus adaptées. Et c'est toujours un petit peu compliqué quand vous êtes un agent de terrain à qui la population fait confiance, de devoir faire appel aux forces de l'ordre. Ça met un peu en péril aussi le climat de confiance qui s'est instauré. Et après, il va falloir expliquer pourquoi et recadrer la situation en disant mais quand ça déborde, on peut pas. Il y a des choses qu'on peut pas gérer entre guillemets à l'amiable. Mais je pense que oui, les situations les plus difficiles sont les situations conflictuelles. D'accord. Merci. Merci beaucoup, Lise. Alors, on touche un petit peu à la fin, de cette présentation. Donc, bien évidemment, si vous avez besoin de davantage d'informations sur ces 2 métiers, où vous avez vu où il y a une forte connotation d'accompagnement, bien sûr, et que ces 2 métiers vont vraiment prendre place dans des dispositifs à la fois sociaux et surtout territoriaux. Donc, si vous avez besoin de davantage, n'hésitez pas à nous contacter. Donc, pour faire simple, c'est vrai que l'entrée en formation donc au sein d'Adonis Éducation ou tout autre titre de structure également, en général, donc fait toujours l'objet d'un dossier de candidature qui va être étudié. On étudie votre parcours, bien sûr, la cohérence de votre projet, la bonne connaissance aussi du terrain sur lequel vous allez vous retrouver, parce que on peut avoir parfois une vision un peu erronée d'un métier. Et là, Lise, justement, aujourd'hui, nous a ouvert plein de portes et nous a vraiment fait comprendre la réalité de ces métiers-là. Donc, on essaye de voir un petit peu tout cela avec vous. Ensuite, c'est vrai que de notre côté, nous disposons de plusieurs formules avec des accompagnements plus ou moins poussés. Donc, on évoque également tout cela avec vous. On voit votre disponibilité. On a parlé tout à l'heure. Une question a été posée. Est-ce qu'on peut faire cette formation tout en emploi? Donc, la question est oui. Mais justement, on va affiner, en voyant ce qui est le plus adapté pour vous. Tout cela pour vous dire, n'hésitez pas à entrer en contact avec nous si vous souhaitez qu'on étudie votre projet de formation, que l'on puisse vous accompagner dans ce projet sur aussi bien les aspects financiers qu'organisationnels. Donc il y a toujours notre équipe pédagogique qui est présente et au plaisir de vous retrouver. Et je te remercie infiniment, Lise, de nous avoir accordé ce temps et toutes les précieuses informations que tu nous as données, et Hélène de nous avoir aussi accompagnés aujourd'hui. Je vais laisser le petit mot de la fin au formateur. Alice. Eh bien, écoute, mon petit mot de la fin, c'est que je pense qu'il faut prendre en compte que ce sont des métiers de contact, et que comme tous les métiers de contact, c'est ce qu'on appelle des métiers de passion, et qu'il faut vraiment avoir cette envie d'aller vers l'autre et d'être auprès de toutes ces populations qui ont des besoins, ça c'est évident, mais que par contre ce sont des métiers formidables et qui sont très enrichissants à tout point de vue. Mais aussi des métiers dont il faut savoir, il faut avoir une capacité de prise de recul et de protection de soi-même par rapport aux situations dramatiques qu'on peut rencontrer sur ces métiers. Donc c'est important d'avoir cette passion, mais qu'elle soit mesurée par le fait de savoir qu'on ne peut pas sauver tout le monde et qu'on ne peut pas tout faire tout seul. Et on insiste beaucoup dans le cadre des formations là-dessus sur le fait de s'appuyer sur les partenaires et d'arrêter quand c'est plus notre champ d'action. En tout cas, comme tu le disais, que les étudiants n'hésitent pas à poser des questions supplémentaires, à bien se renseigner sur les métiers. Ce sont des métiers formidables, donc il y a aujourd'hui un réel besoin, et ce sont des métiers qui sont des métiers en tension, donc pour lesquels il y a aussi de l'emploi. De l'offre, oui. Et ça, c'est important, bien sûr. Super. Merci beaucoup, Lise. Merci, Hélène. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. À très bientôt. Bonne soirée. Merci, Lise. Merci beaucoup. Avec plaisir. À bientôt.